déjà connectés, ceux qui sont là depuis un moment. Je vois Étienne Osinga, Nike Zangwe, Marc Simone, Aurélien, Lina Cooper, Mel Mayemba, Alix MB, Cynthia. Bonsoir à tous. Alors faites-moi signe si vous m'entendez parce qu'il y en a qui continuent d'écrire, il n'y a pas le son. Le son passe ou pas? Ils disent qu'il n'y a pas le son. Est-ce que le micro est ouvert? Il y a pas... Bonsoir, bonsoir. Si vous m'entendez, faites-moi des pouces. Alors, Cynthia Lily m'écrit que le son est bon. Christelle Indra, il y a le son, c'est bon? Ok, le son est bon. D'accord. Ok. Donc, tout le monde entend bien. Bonsoir à tous. Le son passe, le son passe, le son passe. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre détermination. Merci d'être là. Ok, le son est bon. Mes chers compatriotes, nous sommes le 30 juin 2020. Cela fait 5 mois et 18 jours que bébé Rinaldi Abagangwa a été arraché à l'affection des siens. Le 20 mai dernier, le corps sans vie du député Guy-François Mungengi Kumba a été retrouvé à son domicile. Les causes de son décès restent à élucider. Et nous notons qu'aucun hommage ne lui a été rendu par la République, ni même par l'Assemblée nationale. Une semaine après le député, le lieutenant-colonel Guy Nguema a lui aussi été retrouvé mort à son domicile dans des circonstances tout aussi suspectes. Comme pour le député, en dépit de ses états de service élogieux, aucun hommage ne lui a été rendu ni par la nation, ni par sa corporation. Nous exigeons de la justice gabonaise qu'elle fasse son travail pour que bébé Rinaldi soit de retour chez ses parents et que toute la lumière soit faite sur la disparition tragique de nos compatriotes. Nous avons aussi une pensée particulière pour nos compagnons de lutte injustement emprisonnés par la dictature au pouvoir. Bertrand Zibabre, Pascal Oyougou, Armuel Mwendembina et tous les autres prisonniers politiques ne doivent pas continuer à être privés de leur liberté au motif de leurs opinions. Leur détention est arbitraire et cela doit cesser. Yeo Silfoa, qui est injustement détenu parce qu'on lui reproche d'avoir assuré une prestation tarifée pour le compte de l'opposition, doit être libéré lui aussi et pouvoir rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, l'objectif de notre échange de ce soir est de rappeler les raisons profondes de notre opposition, de notre résistance et de notre mobilisation et de nos actions. Notre engagement pour la démocratie, pour la liberté et pour la souveraineté et l'indépendance du Gabon et du peuple gabonais se fonde sur nos principes,
nos valeurs, notre vision partagée, notre ambition collective et notre idéal commun. Mais cet idéal est trahi, galvaudé, foulé aux pieds depuis des décennies. Il est obstrué chaque jour et compromis pour l'avenir. C'est pourquoi nous sommes debout pour défendre ce que nous sommes, pour défendre notre dignité, pour défendre nos rêves, pour améliorer notre réalité, pour construire notre présent et préfigurer l'avenir des générations futures. Nous voulons rappeler que la politique régit le fonctionnement d'un pays. Nous connaissons tous cette définition standard qui dit que faire de la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. Mais cela exige de la noblesse, de la grandeur et du sacrifice au service de l'intérêt général. Le but de la politique est de moderniser un pays, d'améliorer les conditions de vie des populations, de protéger les intérêts supérieurs de la nation et de veiller à son positionnement stratégique et à son rayonnement. Faire le constat que depuis plusieurs années, la politique n'a pas abouti au développement de notre pays, c'est pointer l'évidence de l'échec de ceux qui gouvernent le Gabon d'une part. D'autre part, il convient de rappeler l'illégitimité et le rejet de ce régime qui n'a jamais été le choix du peuple gabonais et qui s'est imposé à lui par le vol des élections, les assassinats, les arrestations arbitraires et le trafic d'influence, le clientélisme et la corruption. Mes chers compatriotes, de quoi sommes-nous le non? Nous sommes le non à la tyrannie, à l'autocratie et à la concussion. Nous sommes le non à la compromission et au détournement des deniers publics. Nous sommes le non à la misère, à la précarité et à la pauvreté des Gabonais dans un Gabon pourtant si riche. Nous sommes le non au favoritisme, au clanisme, au tribalisme, à l'arbitraire et à l'injustice. Nous nous opposons à l'idée que l'armée, la police et la justice gabonaise, qui sont censées protéger le peuple, soient aux ordres d'un pouvoir inique et servent à perpétrer ces crimes et à les couvrir. Nous sommes le non de la confiscation des médias publics, à un système éducatif en lambeaux, à un système de santé en déliquescence et à une protection sociale inexistante. Nous disons non à une administration en décrépitude, à une gouvernance économique et financière chaotique, avec un endettement toxique sans impact sur le développement. Nous sommes le non à un Parlement sans légitimité, sous le diktat d'une poignée d'individus vicieux, égoïstes, qui gouvernent notre pays par effraction et qui sont conduits par l'absurdité. Nous devons opposer une résistance sans compromission aux scélérats qui sont au pouvoir au Gabon. Nous devons refuser que notre pays soit abaissé, humilié, dégradé et que son peuple soit bâillonné. Nous devons nous mobiliser et nous rassembler pour dire au monde que nous sommes le non à la dictature de Bongo Ondimba Ali et ses alliés. Nous devons nous mobiliser pour traduire dans les faits les principes républicains, la démocratie, la souveraineté, la liberté du peuple gabonais et l'indépendance du Gabon. Mes chers compatriotes, les tenants du pouvoir méritent assurément la palme d'or de l'incohérence et de l'irresponsabilité. La COVID-19 fait des ravages sanitaires, économiques et sociaux.
Les Gabonais meurent à l'hôpital faute de soins. Les écoles sont fermées depuis des mois sans perspective claire de reprise, avec plusieurs années académiques qui se chevauchent. Les entreprises sont au bord de la faillite pour celles qui résistent encore. Les petits commerçants sont aux abois, abandonnés par un régime qui a fermé leur commerce sans aucune mesure d'accompagnement. Le chômage des jeunes est à 35% et le réseau routier est un désastre totalement impraticable. La dette qui était de l'ordre de 13% du produit intérieur brut en 2009 est passée à 56,4% en 2019. Notre pays est désormais classé 4e en Afrique en termes de dette publique par habitant, soit 2 600 000 francs CFA pour chaque Gabonais. Par comparaison, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont un niveau d'endettement par habitant autour de 500 000 francs CFA. Celui du Cameroun est de 320 000 francs CFA et celui du Burundi est de 150 000 francs CFA. Les administrations ne fonctionnent plus faute de budget. Les logements sociaux promis sont invisibles. L'inflation fait baisser chaque jour un peu plus le pouvoir d'achat des Gabonais. L'insécurité est grandissante. Les crimes rituels et les enlèvements d'enfants minent le quotidien de nos compatriotes. Avec ce marasme économique et social, on peut se demander où était l'urgence et l'opportunité de légiférer sur l'homosexualité au Gabon. Qui était en demande ou en revendication? Qui a déjà été condamné du fait de son orientation sexuelle au Gabon? Et pourquoi avoir pénalisé il y a tout juste un an l'homosexualité si c'est pour la dépénaliser aujourd'hui? Pourquoi embarquer le pays dans un débat sociétal qui attise tant de passions et d'émotions contradictoires et aussi véhémentes les unes que les autres? Pourquoi prendre le risque de mettre sur la sellette ceux de nos compatriotes qui ont une orientation sexuelle éloignée des convictions religieuses et spirituelles de la majorité des Gabonais, de nos traditions, de nos us et de nos coutumes, mais qui vivaient jusqu'à présent en toute quiétude sous le couvert du respect de la vie privée et de la tolérance collective? Au registre des pénalisations et des dépénalisations, il est tout de même curieux que la communauté internationale qui semble servir d'alibi au régime sur la question de l'homosexualité soit moins sensible sur d'autres sujets qui intéressent les Gabonais et qui mériteraient, par leur importance et leur impact social, une attention particulière. Pourquoi n'avoir pas légalisé le mariage traditionnel pour donner un statut juridique et administratif à de nombreux couples, permettant par la même occasion de protéger des dizaines de milliers de femmes et d'enfants victimes de spoliation et de discrimination chaque jour au Gabon? En l'absence de cette disposition sur le mariage traditionnel, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'ONU Femmes, pour ne citer que ces trois organisations de référence, ont-elles dressé des rapports contre le Gabon et qui poseraient des difficultés pour recevoir des financements extérieurs? Au demeurant, ces financements ne profitent jamais aux Gabonais et servent davantage à remplir les comptes de Bongo Ondimba Ali et ses alliés. Nous sommes le non à cette machination qui ne sert qu'à distraire les Gabonais en les éloignant des vrais sujets et en semant la division. L'un des buts inavoués de cette démarche inique est une fois de plus d'entraîner les Gabonais dans la haine, en les dressant les uns contre les autres pour mieux les diviser et ainsi mieux les contrôler. Notre pays fonctionne avec une géométrie variable dans le respect des conventions et des traités internationaux.
Cela se fait au gré des intérêts confiscatoires et criminels de la dictature et nous ne pouvons pas l'accepter. Le Gabon est membre de l'Organisation des Nations Unies et signataire de tous les accords qui régissent son fonctionnement et celui de ses agences spécialisées. Mais le régime en place ne respecte pas les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des handicapés, le droit à l'éducation, le droit des prisonniers politiques, les droits des détenus. La liberté d'expression est confisquée. Les manifestations interdites à défaut d'être réprimées de façon sanglante. Le Gabon ne respecte pas les accords ACP-Union européenne, ni ses engagements au sein de l'Union africaine, notamment dans le cadre de la supervision des élections et de la résolution des conflits post-électoraux. Le Gabon ne respecte pas la libre circulation des biens et des personnes décidée par les chefs d'État des pays de la CEMAC. Nous ne devons plus accepter cette façon de décrédibiliser la voix de notre pays dans le concert des nations en violant à souhait les règles élémentaires du droit international. Nous ne devons plus accepter les convenances d'une dictature animée par le cynisme, le vice, la manipulation et assoiffée de sang, d'argent et de pouvoir. Mes chers compatriotes, les Gabonais souffrent. Ils sont pauvres dans un pays riche. Il est inconcevable qu'au Gabon en 2020, 60 ans après les indépendances, que l'accès à l'eau potable et à l'électricité soit des privilèges. Nous avons là deux exemples symboliques du bilan désastreux de ces 10 dernières années. L'accès à l'eau potable ne peut pas être un luxe pour les Gabonais. C'est une aberration de posséder des biens immobiliers sans alimentation en eau potable. C'est une incongruité qu'il soit plus facile pour certains de trouver du carburant pour leur véhicule que de l'eau potable pour leur domicile. Nous disons non à ce désastre. Au Gabon, l'indisponibilité de l'eau potable n'est pas la conséquence de sa rareté, bien au contraire, mais celle de l'inconséquence de ceux qui sont au pouvoir. Il y a tout juste un an, la Banque africaine de développement a accordé au Gabon une enveloppe de 77 milliards de francs CFA pour améliorer le réseau d'eau potable à Libreville. Sur chaque facture d'eau émise par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, une majoration est prévue pour le financement de la production, du maintien et l'élargissement du réseau de distribution. Chaque année, au budget de l'État, des ressources sont affectées au ministère en charge de l'eau pour améliorer le quotidien des Gabonais en la matière. Il est scandaleux que des sommes aussi importantes aient été allouées sans aucune amélioration ne soit perceptible et que des travaux n'aient été réalisés. Nous disons non, non et non. La sulfureuse Agence nationale des grands travaux et d'infrastructures, l'ANGTI, principal outil au service de la captation et de la prédation des ressources financières de l'État au cours des 10 dernières années, a disparu du paysage institutionnel et administratif. Cela sans que l'on ne sache à quoi ont servi les budgets d'investissement qui ont été placés sous sa gestion. Sous sa responsabilité et sous l'autorité de la présidence de la République, près de 20 000 milliards de francs CFA ont été alloués ces 10 dernières années au titre de l'investissement. 20 000 milliards de francs CFA ont été alloués ces 10 dernières années au titre de l'investissement, sans qu'aucun chantier ne voie le jour ou n'arrive à son terme. C'est inacceptable.
En dépit d'un produit intérieur brut cumulé autour de 80 000 milliards de francs CFA entre 2010 et 2019, contre près de 44 000 milliards de francs CFA entre 2000 et 2009, le Gabon accuse un retard significatif. La triangulation des données nous indique un recul structurel avec une aggravation des inégalités et de l'exclusion sociale ces 10 dernières années. Le Gabon est le 5e pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, le second producteur africain de bois, le premier producteur mondial de manganèse. Il est classé parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, comme la Chine, le Brésil, la Serbie et la Turquie. Son économie est très peu diversifiée et dépendante de l'industrie extractive. Notre pays a enregistré une croissance économique relativement forte au cours de ces 10 dernières années. Son produit intérieur brut en valeur a atteint les 9 000 milliards de francs CFA en 2011 et en 2014, sans investissement réalisé dans le pays et sans améliorer les conditions de vie des populations. Nous ne pouvons pas accepter le gaspillage et la dilapidation de nos ressources. Cela hypothèque gravement l'avenir du pays. Cela hypothèque gravement l'avenir de notre pays. Au registre de la qualité de vie, celle des Gabonais n'a jamais été en corrélation avec le niveau de richesse de notre pays. L'indice de développement humain du PNUD, qui agrège des données en matière de santé, d'éducation et de niveau de revenus par habitant, classait le Gabon au 124e rang mondial en 2006, au 119e en 2007, puis en 2007 et en 2008, et au 103e rang en 2009. On peut noter qu'entre les années 2006 et 2009, le Gabon avait fait des progrès en améliorant son classement de 21 places en 4 ans. En comparaison, notre pays a occupé le 110e rang en 2017 et le 115e rang consécutivement en 2018 et en 2019. À l'analyse de ces données, on constate que le Gabon a reculé du 103e rang au 115e rang mondial de l'indice de développement humain entre 2009 et 2019, soit un déclassement de 12 places en 10 ans. Au classement mondial du bonheur, le Gabon a aussi reculé du 103e rang en 2018 au 104e rang en 2019, derrière le Bénin et le Congo. Plus grave, dans le contexte sanitaire actuel, avec plus de 70% de la population qui vit dans la pauvreté au Gabon, l'enveloppe prévisionnelle face à la COVID-19 est d'environ 3% du produit intérieur brut, dont 0,3% à la charge de l'État, alors que la moyenne en Afrique est de 5% contre 20% à l'échelle mondiale. Nous refusons cette dégradation de notre qualité de vie, cette pauvreté et cette irresponsabilité. Alors même que Bongo Ondimba Ali avait balbutié à la face du monde en affabulant que son régime était prêt à affronter la crise de la COVID-19, le Gabon se retrouve à emprunter de l'argent pour acheter du matériel de protection, des masques, des gants. Et cela sans que l'on sache à quoi ont servi toutes les contributions financières reçues par l'État pour couvrir les besoins en la matière. Le Gabon doit retrouver sa dignité et nous devons agir en conséquence
pour sortir notre pays de l'ornière. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, entre 2019 et 2020, les crédits de la défense sont de 156 milliards de francs CFA pour chaque exercice budgétaire et ceux de la sécurité sont respectivement de 50 et 56 milliards de francs CFA, soit un total de 418 milliards pour la politique sécuritaire sur les 2 années. En ce qui concerne les crédits de la santé, ils sont de 116 milliards de francs CFA sur chaque année de référence, soit au total 232 milliards de francs CFA. On note donc que sans menace sécuritaire particulière, les ressources budgétaires allouées aux forces de défense et de sécurité représentent le double des ressources de la politique de santé. Il est important de souligner que le niveau d'exécution des budgets d'investissement de la défense et de la sécurité est nettement plus élevé que celui de la santé. Et souvenez-vous, nous avons eu droit à une loi censée porter sur la gestion des crises sanitaires, présentée au Parlement par le ministre de l'Intérieur, et ne contenant en son sein que des mesures sécuritaires. Dans le même temps, selon l'indice 2020 de la puissance militaire publié par l'American Global Firepower, on constate qu'en dépit de la prépotence budgétaire des forces de défense et de sécurité, qui représentent 10% du budget de l'État, le Gabon est classé 130e sur 138 pays évalués dans le monde. À l'échelle africaine, notre pays vient au 32e rang sur 38 pays, derrière l'armée du Mali, 17e, celle du Burkina Faso, 18e, celle du Niger, 20e, celle de la Mauritanie, 28e, celle de Madagascar, 29e et celle de Centrafrique, 31e. En matière de sécurité, selon le Global Peace Index, des pays les plus dangereux au monde, sur 103 pays, le Gabon régresse du 69e rang en 2018 au 68e rang en 2019. Ces différents classements révèlent l'impertinence et le faible rendement des ressources allouées à la politique sécuritaire au Gabon au détriment des vrais problèmes de développement. Nous sommes le nom de cette prééminence du tout sécuritaire. Nous devons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour enrayer cette spirale de la déraison et de la déchéance. Mes chers compatriotes, la Constitution, notre loi fondamentale, est orientée pour perpétuer la confiscation du pouvoir et cela se traduit par les nombreuses aberrations qu'elle comporte. Plus grave, au-delà de ces aberrations qui confortent les intérêts égoïstes et cyniques de la dictature, cette constitution est sans cesse violée par les tenants usurpés du pouvoir pour combler à leur convenance les carences de leur ignominie. Les dispositions de l'article 8 de notre loi fondamentale stipulent que le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités. Il détermine la politique de la nation. Le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Aucune de ces exigences constitutionnelles n'est respectée par Bongo Ondimba Ali, qui est aujourd'hui par figuration
à la tête de ce régime. Il s'est imposé au pouvoir en modifiant les résultats des élections présidentielles de 2009 et 2016, en violant la souveraineté du peuple et en faisant usage de la force militaire pour réprimer violemment et assassiner les Gabonais qui revendiquaient légitimement leur victoire. Cela est inacceptable et nous devons reprendre ce qui est à nous. Le peuple est souverain et seul son choix compte. Ni Bongo Ondimba Ali, ni ceux qui exercent le pouvoir à sa place ne veillent en rien au respect de la Constitution. Leur seule présence à la tête du Gabon est une forfaiture et une grave violation de la loi fondamentale. Ils n'assurent ni le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ni sa continuité. Par l'arbitraire et la personnification, le fonctionnement de nos institutions est irrégulier et l'instabilité politique qui est érigée en mode de gouvernance ne garantit pas la continuité de l'État. Nous refusons cela et nous avons la responsabilité de libérer notre pays en pourchassant à jamais l'injustice, la honte et les ennemis de la République. L'article 9, quant à lui, indique que le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct, il est rééligible. Cet article de la Constitution traduit clairement des velléités de confiscation du pouvoir. Pour consolider sa démocratie, le Gabon a besoin de changement et de renouvellement à sa tête. Nous disons clairement non à une loi fondamentale taillée à la mesure d'un homme, grossièrement et outrageusement au service de ses intérêts personnels et de ceux d'une petite minorité autour de lui. Le nombre de mandats présidentiels de la République doit être limité à 2. À l'article 12, cet article énonce que lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment suivant devant la Cour constitutionnelle en présence du Parlement, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. Là aussi, il y a clairement une violation de la Constitution. Non seulement Bongo Ondimba Ali n'a plus la force, n'a plus de force à consacrer au bien du peuple gabonais, mais celui-ci ne lui a jamais donné mandat pour le faire. Bien au contraire, il est avec ses cyniques alliés la cause principale du malheur et de la souffrance des Gabonais. La violation de la Constitution, le non-respect de l'état de droit, l'inconscience, l'inconséquence, l'arbitraire et l'injustice envers tous sont les caractéristiques de ce régime. Notre pays ne mérite pas cela et nous devons agir pour que cela cesse définitivement. En matière de braquage et de forfaiture, et de braquage institutionnel, la modification de l'article 13 de la Constitution en novembre 2018 est une violation de celle-ci et un acte de haute trahison envers le peuple gabonais et les institutions de notre pays. Avant sa modification, l'article 13 disposait qu'en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire, constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut,
par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble, à la majorité de leurs membres. Le président du Sénat exerce provisoirement les fonctions du président de la République ou en cas d'empêchement de celui-ci, dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions, le premier vice-président du Sénat. Saisi par une requête du gouvernement en novembre 2018 pour une interprétation de la loi, conformément à l'article 88 de la Constitution, la Cour constitutionnelle s'est autorisée de réviser la loi fondamentale en ajoutant un alinéa à l'article 13 qui stipule notamment que l'exercice de certaines fonctions présidentielles en cas d'indisponibilité du président de la République est désormais dévolu au vice-président ou au Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour saisie par le Premier ministre ou un dixième des membres du gouvernement. En effet, suite à l'indisponibilité de Bongo Ondimba Ali après son accident vasculaire cérébral et son hospitalisation à Riyad en Arabie Saoudite, la Cour constitutionnelle, qui est censée garantir le strict respect de la Constitution, s'est soustrait de son obligation de déclarer la vacance de pouvoir en optant pour la modification de l'article 13 sur sa propre initiative, au mépris et en violation des dispositions légales. Or, l'article 116 de la Constitution est suffisamment clair. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République et aux membres du Parlement. La révision constitutionnelle est acquise soit par voie référendaire, c'est-à-dire en consultant le peuple, soit par voie parlementaire en invitant la représentation nationale, c'est-à-dire les députés et les sénateurs réunis en congrès, à se prononcer sur le sujet. Dans un cas comme dans l'autre, le peuple est l'unique source de la normativité constitutionnelle. Nous sommes assurément face à un cas de haute trahison et nous ne pouvons pas l'accepter. Au regard de la situation, notre pays est désormais sous le régime de la régence. La déclaration de la vacance de pouvoir est donc toujours d'actualité. L'article 15 prévoit qu'avant leur entrée en fonction, les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la République en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. L'incongruité constitutionnelle est évidente dans cet article. En effet, notre Constitution prévoit que la formation du gouvernement repose sur la majorité à l'Assemblée nationale et que le Premier ministre soit issu des rangs du parti majoritaire au sein de la première chambre du Parlement. Cela suppose donc qu'il peut y avoir cohabitation. Un gouvernement dont la légitimité émane de la volonté du peuple souverain, à travers ses représentants au Parlement, et dont la ligne politique peut être contraire à celle du chef de l'État, ne peut pas de façon absolue avoir une obligation de loyauté envers ce dernier, car sa nomination peut être le fait d'une cohabitation. Les membres d'un gouvernement de cohabitation issu d'une majorité parlementaire opposée au président de la République n'ont pas vocation à renier leur ligne politique et à entraver les principes démocratiques sur la base desquels leur majorité est assise et qui sous-tendent leur nomination. Nous devons mettre fin à cette soumission des institutions de notre pays à la cynique volonté d'un homme et des perfides trompeurs qui l'entourent. À l'article 20,
La Constitution stipule que le président de la République nomme en Conseil des ministres aux emplois supérieurs, civils et militaires de l'État, en particulier les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, ainsi que les officiers supérieurs et généraux. Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité prêtent serment devant le président de la République selon les termes ci-après. Je jure de défendre la patrie et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations, de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Assurément, nous sommes là face à une énorme abscondité. Dans le cas où défendre la patrie et l'état de droit deviendrait incompatible avec le strict respect des obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État, que doit faire la hiérarchie militaire? Comment s'établit la primauté entre la défense de la patrie et de l'état de droit et le strict respect des obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État selon la Constitution? Les officiers supérieurs ont un devoir de loyauté et de fidélité à l'égard du peuple souverain et non envers le chef de l'État qui est contestable en cas de déviance, d'abus de pouvoir, de manquement à ses obligations et de trahison. Nous sommes précisément dans ce cas de figure actuellement. Et nous avons l'impérieuse responsabilité de dire non à cela et de libérer notre pays. Selon les dispositions de l'article 28, le gouvernement conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Il dispose à cet effet de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement est responsable devant le président de la République. Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par la présente Constitution. Au titre de l'article 36, le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution. À la lecture, nous voyons bien que les articles 28 et 36 de la Constitution sont farfelus et incohérents. Selon l'article 28, le gouvernement est responsable devant le président de la République de façon absolue et il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions encadrées par la Constitution. Or, l'article 36, quant à lui, stipule clairement que le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution. Un gouvernement peut-il être plus responsable que cela devant une autre institution dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs? Et sur quel autre aspect pourrait-il l'être devant le président de la République? La volonté de confiscation du pouvoir conduit à des irrégularités et des graves incohérences constitutionnelles. Nous devons nous mobiliser plus que jamais pour mettre fin à la tyrannie. Libérer notre pays est un devoir patriotique. Mes chers compatriotes, au Gabon, les absurdités et les violations de la loi sont à leur comble. Les mandats des représentants du peuple entre griffes appartiennent aux partis politiques. Nos élus entre griffes, locaux et nationaux, ne sont pas libres de leurs convictions et de leurs opinions. Ils ne représentent aucunement leurs électeurs, mais plutôt leurs partis politiques, et ils en sont totalement tributaires. Les dirigeants des partis politiques disposent de tous les moyens légaux pour contraindre, soumettre ou déchoir les élus des mandats
qui leur sont soi-disant confiés par le peuple. Cela est extrêmement dangereux pour la démocratie, ne repose sur aucun principe républicain et c'est inacceptable. Au Gabon, les élus n'agissent pas au service de la nation, du peuple souverain et conformément à ses intérêts, mais selon l'unique volonté du dictateur, de la régence et de leurs affidés. Le vote des lois au Parlement par des députés et des sénateurs à la solde du pouvoir et de ses intérêts, au détriment de ceux du peuple, est une récurrence au Gabon. Nous devons agir en conséquence pour y remédier, pour qu'enfin les représentants du peuple retrouvent leur dignité et cessent d'être des godillots. Autre exemple, la récente sortie du maire de Libreville, qui dit avoir recruté plus de 700 personnes à la mairie en seulement 1 an de mandat pour assurer une hypothétique victoire à Bongo Ndimba Ali à Libreville lors de l'élection présidentielle de 2023, au mépris des lois en vigueur. Cette sortie illustre parfaitement l'état de décrépitude de notre pays et les limites de ceux qui dirigent nos institutions. Nous devons nous battre pour que ces agissements soient sanctionnés conformément à la loi et que la dignité, l'éthique et le respect des principes républicains soient l'apanage des responsables publics. Mes chers compatriotes, il y a une question binaire, pour ou contre, qui se pose suite à la dépénalisation de l'homosexualité par le régime en place et à laquelle les uns et les autres attendent une réponse de ma part. La question de l'homosexualité n'est pas une priorité pour notre pays. Le pouvoir use d'une énième distraction pour nous éloigner des réalités quotidiennes qui minent la vie des Gabonais, comme je l'ai déjà dit. Cela rappelle à suffisance son incompétence, son cynisme et son ignominie d'une part. D'autre part, il s'agit de détourner de lui la colère du peuple qui s'exprime face à la tragédie économique et sociale que traverse notre pays pour la déporter sur d'autres compatriotes sur la base de leur orientation sexuelle. Cela est vicieux et ignoble. La finalité de cette démarche est d'accroître le chaos en orchestrant la division entre les Gabonais pour renforcer les positions de la dictature. Nous devons rester attentifs et vigilants. Nous ne devons pas entrer dans le jeu des ennemis de la nation. Nous ne pouvons pas nous le permettre. En revanche, nous constatons que cette circonstance, au détriment des attentes du régime en place, a permis de libérer la parole d'une frange du corps social qui monte désormais au créneau en osant le désaccord avec les manigances de la dictature. Nous souhaitons que ces indignations, ces réactions et cette détermination ne souffrent d'aucune limite sélective et qu'en toute cohérence, elles aillent plus loin en s'impliquant davantage pour dénoncer l'ensemble des maux qui minent notre société et qui sont contraires à nos traditions et aux recommandations divines. Aujourd'hui, le Gabon est devenu la référence mondiale de la barbarie. Des crimes rituels particulièrement odieux et d'une violence inouïe y sont commis. Cette pratique satanique consiste à dépecer vivant des êtres humains pour en prélever des organes à des fins fétichistes. La lutte contre ces crimes mérite le même engagement et la même détermination parce qu'ils nuisent considérablement à notre vivre ensemble et sont assurément une abomination aux yeux de Dieu et des hommes. Le Gabon est la référence des pays riches avec une population pauvre. Comme nous venons de le voir,
La mauvaise gouvernance, les détournements de deniers publics sont les causes principales de cette situation. Cela mérite aussi notre indignation, notre réaction et notre détermination. Le Gabon est une référence mondiale en matière de corruption. Cela produit la misère, les décès dans les hôpitaux faute de soins, de nombreux morts sur les routes en très mauvais état ou inexistantes, la précarité et l'avilissement des populations. Lorsque Dieu donne des richesses naturelles à un pays, celles-ci doivent profiter équitablement à l'ensemble de la population. Leur confiscation par une minorité est une abominable injustice. Cela mérite aussi notre indignation, notre réaction et notre détermination. La corruption et les détournements des deniers publics méritent le même engagement et la même détermination parce qu'ils nuisent considérablement à notre vivre ensemble. Et ils sont assurément des abominations aux yeux de Dieu et des hommes. Le Gabon est devenu la référence mondiale en matière de coups de force électorale, rendus possibles par des exactions sur des populations civiles non armées. La démonstration en a été faite le 31 août 2016 et les jours qui ont suivi. Même pour se maintenir au pouvoir, ce régime a ordonné de faire tuer des Gabonais. Leurs mains sont pleines de sang. Même les chasseurs traitent mieux leur proie au regard de ce qui a été fait à nos compatriotes. Rappelons que plusieurs répondent absents à l'appel de leurs familles qui ne savent toujours pas ce qui leur est arrivé. Le sang des Gabonais indûment versé mérite le même engagement et la même détermination parce que le meurtre et la répression nuisent considérablement à notre vivre ensemble et sont assurément une abomination aux yeux de Dieu et des hommes. Mes chers compatriotes, face à ce régime, la réalité est que nous n'avons qu'une seule alternative, c'est de nous mobiliser pour le faire tomber. Nous devons agir en conséquence pour récupérer notre pays, pour le reconstruire, pour le réinventer. Nous en sommes capables. Nous devons agir en conséquence. Cela est urgentissime parce que ces gens ne changeront pas. Ces gens ne s'arrêteront pas. Chaque jour, ils en font un peu plus. Je viens de vous démontrer comment en 10 ans, sur tous les plans, le Gabon a régressé. Il n'y a rien à attendre de ces gens. Il n'y a pas à les suivre. Il n'y a pas à entrer dans leurs débats qui n'ont pour but que de nous détruire, que de nous diviser. Ils ont montré suffisamment qu'ils n'ont pour le peuple gabonais que haine et mépris. Comment peut-on être aussi insensible à la souffrance de son propre peuple, de ceux du milieu desquels on est né, les côtoyer chaque jour, savoir qu'ils meurent à l'hôpital parce que l'argent qu'ils devaient acheter les médicaments a été détourné par eux-mêmes. Nous n'avons pas une autre solution que de nous mobiliser pour vaincre ce régime. Et cela passe par l'indignation, mais bien plus encore par la mobilisation. Et nous en sommes capables. Je vais répondre à vos questions. Je vais répondre à vos questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous avez des questions, je vais y répondre. Alors, il y a Gypsy Annette qui dit « Les pédégistes n'ont pas le monopole de la violence. À un moment donné, rendons leur coup pour coup ou faisons une désobéissance civile.
Ce régime, la dictature nous attend sur le terrain de la violence. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Sans que nous ne les ayons provoqués. Simplement parce que nous réclamons nos droits. Regardez la violence qu'ils déploient. Je viens de vous expliquer qu'ils mettent 2 fois plus d'argent dans l'armée que dans la santé. Alors que nous ne sommes pas en état de guerre, officiellement. Mais en fait, ce régime est en état de guerre contre le peuple gabonais. Et il sait que la seule façon pour lui de se maintenir, c'est d'exercer sur nous la violence. Si nous prenons le chemin de la violence, nous sommes sûrs de nous faire battre. Parce qu'eux, ils achètent des armes avec l'argent de l'État que nous n'avons pas et que nous n'aurons pas. Première chose. Ils ont des soldats qui sont entraînés depuis des années, qui sont là pour défendre le régime. Ils peuvent donner leur vie pour ce régime. Ils ne feront de nous qu'une bouchée. Troisième chose, entrer dans la violence et être semblable à eux, alors que nous devons être fondamentalement différents. Et c'est cela, l'un des avantages de la lutte non violente, c'est qu'elle trace la ligne de démarcation nette entre les méchants et les bons. La meilleure victoire qu'un ennemi peut avoir sur vous, c'est de vous transformer et vous rendre semblable à lui, dans sa méchanceté ou dans sa bêtise. Nous devons garder cette ligne de démarcation. Et par contre, travailler à faire valoir nos droits. Dans ce qu'on appelle la désobéissance civile. Dire que cette fois, nous ne marchons pas. Dire que là, trop, c'est trop. Et trouver des moyens d'exprimer notre rejet de ce régime, autrement que par la violence. Autrement que par les urnes, puisqu'ils ont même confisqué les processus électoraux. Et c'est ça le sens de notre combat, c'est ça le sens de notre réflexion. Trouver des stratégies pour vaincre ce régime sans passer par la violence. Et en sachant qu'ils ont bloqué les élections, comment on fait pour les mettre à terre? C'est cela, c'est ce à quoi nous devons réfléchir. Mais si nous allons sur le terrain de la violence, je vous assure, ils gagneront. Et nous serons semblables à eux. Alors, Johan Jojo dit, les femmes gabonaises sont les plus piégées. C'est le vrai fond du problème dans notre pays, prête à tout pour la miette. Non. Je ne crois pas à cela. Pourquoi? Parce que regardez dans les sphères du pouvoir, il n'y a même pas 30% de femmes. Le pouvoir n'est pas entre leurs mains. Regardez l'Assemblée nationale. Ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Gabon ne sont là que parce qu'ils détournent l'argent du Gabon. Et les femmes et le reste des Gabonais ne sont que des victimes. Parce que lorsqu'on a paupérisé une population, lorsqu'on l'a justement avilie par une misère si grande que les gens sont prêts à vendre leurs âmes, les gens sont prêts à laisser mourir leur famille, les gens sont prêts, aujourd'hui au Gabon, on peut tuer un enfant sans que les parents ne parlent, sans que les familles même ne se manifestent. Regardez l'état de l'école. Un pays comme le Gabon, les enfants sont à la maison, aucun parent ne parle. Personne ne réclame quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas la faute des femmes. Où sont les hommes? Où sont les pères de famille qui vont dire « mon enfant doit aller à l'école » ? On a vu l'année dernière les enfants sortir dans la rue pour réclamer simplement des meilleures conditions d'apprentissage, pour réclamer leur bourse. Ce gouvernement, ce régime a envoyé la police mettre des gaz lacrymogènes aux enfants. On a vu des militaires enfermer des enfants dans un taxibus et mettre une grenade lacrymogène dans le taxibus. Quel est le père qui est sorti pour dire que je n'accepte pas qu'on traite mon enfant de la sorte? Quel est le père qui a manifesté? Quel est le père qui a dit non? Voilà où est-ce que nous en sommes. C'est l'ensemble du peuple qui doit prendre conscience. Et les hommes, ce n'est pas tout. D'être content quand le Code civil dit que l'homme est le chef de famille. C'est là que les chefs doivent prendre leurs responsabilités et se battre pour le bien-être de leur progéniture, se battre pour le bien-être de leur famille. Au Gabon déjà, les femmes font beaucoup. Rien que dans la ville de Libreville,
plus de la moitié des familles sont des familles monoparentales gérées par des femmes. Ces femmes se battent et sont dignes. On devrait faire peut-être un travail pour que nos hommes prennent leurs responsabilités, cessent de faire des enfants partout, de les abandonner à ces femmes-là et continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était. Il faut que les hommes prennent leurs responsabilités. Les femmes en prennent déjà beaucoup. Alors, Maxwell me dit, Madame, donc, sauf votre respect, je n'ai jamais vu un régime dans ce monde comme celui des Bongo partir que par des actions pacifiques. Nous savons qu'il y a des forces extérieures qui le maintiennent. Alors, plus concrètement, quelle stratégie prendre? Je vous inviterai à assister aux rencontres citoyennes ou à visionner, aller sur ma page Facebook et à visionner des différentes rencontres citoyennes qui ont été faites ou même 30 minutes live, l'émission que je faisais avant, où il y a des dictatures qui sont tombées. En Serbie, par exemple, en 2016, en 2005, Slobodan Milosevic, je ne pense pas qu'il y a eu dictateur pire, il est tombé par des méthodes de lutte non violente. Et vous pouvez trouver le témoignage de ceux qui ont réussi à cet exploit de vaincre la dictature de Slobodan Milosevic en Serbie. Et vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai parlé des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure, aujourd'hui la Serbie en fait partie. Et ceux qui ont fait ce travail-là, à l'origine, c'était un groupe de rock qui s'appelait Otpor. Et Otpor signifie résistance en serbe. Ce groupe de rock, Otpor, son meneur, le meneur du groupe s'appelle Zdre Popovic. Et ce sont eux qui ont travaillé. C'est vrai, ça leur a pris 10 ans pour construire cette stratégie de lutte non violente contre Slobodan Milosevic, mais ils l'ont vaincu. Et ensuite, ils sont rentrés au Parlement, ils se sont fait élire députés et ils ont travaillé à écrire une constitution qui plaçait définitivement la Serbie sur le chemin de la démocratie. Et ensuite, ils se sont retirés. Aujourd'hui, ils ont créé un centre de formation qui s'appelle le Canvas et qui forme justement à la lutte non violente pour faire tomber les dictatures. Ils ont écrit un livre qui s'intitule « Comment faire tomber une dictature quand on est seul, tout petit et sans armes ». Donc, Zdre Popovic, « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». Et vous verrez dedans les exemples qu'ils prennent de d'autres combattants, de d'autres citoyens qu'ils ont formés à la lutte non violente et qui sont arrivés à ébranler des dictatures. Ils ont formé les Égyptiens, ils ont formé les Tunisiens. Les Burkinabés du ballet citoyen se sont beaucoup inspirés des méthodes Otpor, qui elles-mêmes sont inspirées des méthodes de Gene Sharp. Donc, il y a des travaux, il y a des choses qui ont été menées. Il faut simplement qu'on les découvre, qu'on cherche, qu'on réfléchisse et qu'on construise une stratégie adaptée à notre pays. Aucune dictature ne peut résister à un peuple qui est déterminé et qui a une véritable stratégie de lutte non violente. On en parle justement dans les rencontres citoyennes que l'on fait pour construire cette stratégie et ça commence à prendre. On ne le voit peut-être pas encore bien, mais ça commence à prendre. Réveil citoyen, ma chère Laurence, les élections de 2009 et 2016 ont démontré aux Gabonais que le PDG ne partira pas par les urnes. La rue seule pourra faire partir ce régime. C'est le cas de toutes les dictatures. Les dictatures s'arrangent à noyauter le système électoral. C'est d'ailleurs Staline, qui était un dictateur, qui a dit « Le résultat d'une élection n'est pas entre les mains de ceux qui votent, mais entre les mains de ceux qui comptent les votes. » Et toutes les élections au Gabon nous l'ont montré depuis 1993. De 1993 à 2016, il y a eu combien de ministres de l'Intérieur? Et pourtant, tous ces ministres de l'Intérieur sont venus proclamer la victoire du régime. Marie-Madeleine Bourantzou, certes, est restée en place. Mais je vous dis que si ce régime enlève Marie-Madeleine Bourantzou, si ce sont eux qui l'enlèvent, ils mettront là une personne qui sera encore
pire que Marie-Madeleine Bourontuo et qui va maintenir le système en place. Parce qu'il s'arrange à mettre à la tête des institutions des personnes qui sont acquises à leur régime et qui sont prêtes à y laisser leur peau. C'est pour ça que ce ne sont pas des démocraties, ce sont des dictatures qui ont mis en place des institutions qui ressemblent à des démocraties, mais dont ils empêchent le fonctionnement démocratique pour se maintenir au pouvoir. Et si vous lisez l'anglais, il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans, qui a été écrit par 2 chercheurs de l'université de Yale, Nick Chisman et Brian Klaas. Ils ont écrit ce livre, How to Rig an Election, comment voler une élection. Il est en anglais. Et dans ce livre, ils expliquent que depuis près de 25 ans, le nombre d'élections dans le monde a augmenté sans arriver à l'alternance démocratique. Parce que les dictateurs ont compris que ceux qui organisent des élections truquées restent plus longtemps en place que ceux qui ne les organisent pas. Parce que la communauté internationale se contente du fait qu'il y a eu une élection et toutes les fraudes derrière, ce n'est pas leur problème. Donc les dictateurs aujourd'hui savent qu'ils ont une chose à faire, c'est apprendre à tricher les élections et ils resteront en place. C'est pour ça que nous ne pouvons pas continuer de nous contenter simplement de dire qu'on va à des élections si on n'a pas travaillé derrière la véritable prise de pouvoir. Ça fait 30 ans que l'opposition gagne dans les urnes et 30 ans que la dictature se maintient. Donc effectivement, à un moment donné, il faut s'asseoir et réfléchir sur la gestion des élections, la participation aux élections et comment faire pour prendre le pouvoir. Effectivement, une dictature ne tombe pas que par les élections. Et s'il faut aller à une élection, il faut bien la préparer, comme nous l'avons fait en 2016, où nous avons vraiment noyauté tout pour que leur fraude soit évidente. Et nous y sommes parvenus. La fraude a été on ne peut plus évidente. On a tellement noyauté le terrain qu'ils étaient obligés d'inventer des chiffres à la compilation au ministère de l'Intérieur, et c'était flagrant pour tout le monde. Et donc, mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout, il nous a manqué un petit chouïa, et nous devons continuer à travailler, et certainement, à un moment donné, nous allons y arriver. Mais simplement préparer des élections, comme si on était en démocratie, et penser qu'ils vont venir nous proclamer le résultat des urnes, c'est un leurre. Tant que ce sont eux qui les organisent, ils mettront toujours en place la fraude pour tricher. Et ils mettront toujours à la place des institutions qui gèrent les élections des personnes acquises à leur solde. Ils changent Bourontuo aujourd'hui. Si c'est eux qui nomment quelqu'un d'autre, Bourontuo a des personnes qu'elle a formées. Il y a des gens qui sont avec Bourontuo à la Cour constitutionnelle depuis 1990, avec elle là, qui sont là, comme Madame Angué. Si on remplace Bourontuo par Angué, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Elle fera pareil et même pire. Donc, nous avons affaire à un système. Et j'avais écrit une fois une phrase que j'ai publiée, je disais la mue d'un serpent ne change en rien la toxicité de son venin. Un serpent reste un serpent. Donc, même si le système change les personnes, tant que c'est lui qui les nomme, ces personnes continueront d'être aussi toxiques et continueront de se battre pour maintenir le régime. Et nous devons réfléchir à ça. Nous avons vu du côté du PDG, ils ont renouvelé, non, on a vu les Alianga, les gens comme ça arriver. Mais qu'est-ce que ça a donné? Les résultats, un Gabon pire que ce qu'il était avant leur arrivée au pouvoir en 2009. Donc, effectivement, nous devons réfléchir sur les élections. Ne pas y aller aussi, c'est leur faire la table, parce que quand on n'y va pas, ils y vont tout seuls, et là, ils peuvent dire effectivement qu'ils ont gagné parce qu'on n'était pas là. Donc, nous sommes un peu entre le marteau et l'enclume, et c'est à nous justement de réfléchir et trouver des stratégies. Mais une chose est sûre, nous sommes capables d'arriver à bout de cette dictature. De nombreuses dictatures sont tombées dans le monde, et nous pouvons faire tomber celle-là. Et croyez-moi, elle est plus fragile que vous ne l'imaginez. Alors, Chesty Suarez dit, Madame, au cas où ils changent leur système et veulent sincèrement du changement, soit on y croire ou doit donner une seconde chance. Non, on ne peut pas leur donner une seconde chance. Après 30 ans, après 52 ans, après 10 ans, quelle seconde chance? Il n'y a pas de seconde chance à leur donner, ils ne peuvent pas. Ils ont montré qu'ils ne peuvent pas. Regardez depuis 2016. En 2016, ils ont tué les Gabonais. N'oubliez jamais ça. Et c'est une hypocrisie de s'adresser à ce régime comme s'il était légitime. De demander la démission du Premier ministre. Quel Premier ministre? Il n'a aucune légitimité. Ali Bongo n'est même pas là. Ce qu'il a nommé, qui va nommer quelqu'un d'autre?
Tout ça, c'est du désordre, c'est du chaos. Ça mérite simplement d'être balayé du revers de la main et qu'on récupère notre pays et qu'on le réinvente et qu'on le reconstruise. Ces gens ont montré qu'ils sont incapables. Depuis 2016, la façon violente avec laquelle ils ont gagné les élections, 4 ans après, nous sommes où? Pas une route, pas une école, pas un hôpital, toujours dans le mensonge. Ils ne changeront pas. En 1990, quand le peuple gabonais est descendu dans la rue, lorsqu'il y a eu la conférence nationale, la manière dont le régime Bongo a été décrié, on avait de l'espoir, on s'est dit, ouais, là quand même, il va comprendre, le Gabon sera un vaste chantier, ils vont faire des travaux partout, ils vont vraiment comprendre que les Gabonais, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas de seconde chance à leur donner. On ne demande plus une seconde chance quand on est en poste depuis 10 ans et quand le même système est là depuis 52 ans. Ils doivent simplement libérer la ligne. Merci Franck. Alors, je regarde les commentaires, hein. Je lis les commentaires pour voir auxquels on peut répondre. Effectivement, Vénusia, c'est une hypocrisie de regarder ce régime comme légitime. Il est illégitime. Donc, commencer à traiter avec lui comme s'il était légitime, c'est déjà faux. Et c'est inacceptable. Et rentrer dans un débat soulevé par ce régime, c'est leur donner une légitimité que je ne veux pas leur donner. Parce qu'ils ne l'ont pas. Surtout quand ce débat n'est pas d'actualité, n'a aucune priorité et va simplement servir à diviser les Gabonais, à détruire les Gabonais. Je ne joue pas leur jeu. Ceux qui me connaissent mes valeurs. Mais je refuse de jouer leur jeu. Et vous avez bien vu les attaques. Parce qu'ils attendent que je me prononce d'un côté ou d'un autre. Je ne joue pas leur jeu. Moi, je ne suis pas à leur solde. Et je les vois tellement clairs que je ne suis pas là pour leur servir la soupe qu'ils veulent boire. Mais ils en boiront une qui les fera partir. C'est le régime qu'il faut anéantir, mais qui prendra la relève. Mallory Zach. Croyez-moi, Mallory, il y a des Gabonais brillants. Il y a des Gabonais intelligents qui aiment le Gabon, qui ont déjà réfléchi. Vous savez, le Gabon, c'est un pays qui se reconstruit avec un claquement de doigts. C'est juste une question de volonté politique. C'est juste une question d'incarner des valeurs. Nous n'avons pas un problème de moyens, nous l'avons vu. Nous avons un problème de la qualité des personnes qui incarnent le pouvoir, qui ont choisi d'établir le vol et le pillage de l'État en mode de gouvernance. Dès que l'un d'entre eux accède à un poste, la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir des sociétés offshore pour voir comment sortir l'argent du pays. Ce n'est pas possible. Mais il y a des personnes, le moment venu, vous les verrez sortir. Il y a tellement de Gabonais qui se manifestent. Ils sont à l'intérieur du pays et d'autres sont à l'extérieur du pays. Ils sont tous prêts à mettre leurs mains à la pâte s'ils sont convaincus que ceux qui sont à la tête du pays sont sincères et qu'ils ne vont pas faire dans l'hypocrisie, dans la malgouvernance, qu'ils ne vont pas faire semblant. Ces gens-là attendent de voir de la sincérité. Ils attendent de voir de l'honnêteté, de la loyauté dans les dirigeants. Et vous verrez comment ces Gabonais vertueux, valeureux, compétents, aimant leur pays, vont se mettre en mouvement. Ils sont là et ils sont nombreux.
Alors, oui. Alors, je regarde encore les questions. S'il n'y en a plus, on va arrêter notre live. Euh, Il y a une différence. Michael me dit, c'est Michel Nguema qui dit, euh, c'est Michel Nguema, je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un qui a dit, à quoi ça sert de poser des questions si vous ne répondez pas? Bah si, j'ai répondu à votre question particulièrement. En même temps, il y a beaucoup de questions. Je regarde. Évidemment, qu'en si peu de temps, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de répondre aux questions qui, voilà, qui en englobent d'autres. Euh, oui. Alors, quelqu'un dit, ne pensez-vous pas qu'il faudrait maintenant mettre en place des coalitions venant de tous bords pour former un seul bloc pour 2023? Les Gabonais ont l'obsession de l'élection. Nous avons l'obsession de l'élection. Effectivement qu'il faut réfléchir. Mais on va vers une autre élection volée. Je vous dis, si on arrive en 2023 avec ce régime, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Nous n'avons plus, il n'y a pas de président au Gabon. Vous pensez vraiment qu'on doit aller jusqu'en 2023 avec ce qui se passe au sommet de l'État? Avec la forfaiture qui est là? On ne sait pas qui dirige le Gabon? Le Gabon est entre les mains de personnes à qui les Gabonais ne l'ont pas confié. Et on va attendre 2023 sans rien faire. Juste parce qu'il faut attendre de participer à une élection. Nous devons nous battre pour la libération du Gabon. Nous devons nous battre pour que s'il y a élection, qu'elle se fasse dans les règles de transparence. Que le vainqueur de l'élection soit enfin déclaré président de la République. C'est cela le défi aujourd'hui. Comment faire pour que lors d'une élection au Gabon, le verdict des urnes soit respecté et proclamé? Voilà la réflexion sur laquelle il faut aller. La réflexion s'était déjà posée en 2016. En 2016, on a dit on fait un bloc, on y va. Cette question n'avait pas été résolue. Et là, il faut la résoudre. Nous devons résoudre cette question. On doit y penser. Parce que là, les gens vont commencer à se faire la guerre 2023, 2023, 2023, 2023. Il faut réfléchir à vaincre le système, avec ou sans élection. Sima le résistant, les rencontres citoyennes sont des bons moments de prise de conscience collective. Il faut poursuivre ce travail pour chaque Gabonais, pour que chaque Gabonais ait conscience des enjeux du moment. Oui, nous allons poursuivre les rencontres citoyennes et c'est pour ça que le concept en ligne des lives est devenu les rendez-vous citoyens parce que les rencontres citoyennes, à cause de la situation que vous connaissez, Covid-19, etc., sont suspendues pour le moment. Donc, nous avons des rendez-vous citoyens en ligne. C'est vrai qu'en ligne, nous ne pouvons pas faire le travail en profondeur comme nous le faisons dans les rencontres citoyennes parce que pour ceux qui n'y ont pas encore assisté, les rencontres citoyennes, il y a deux parties. Et il y a des conférences ouvertes à tout le monde, donc qui sont diffusées en ligne. Et ensuite, nous coupons la diffusion et nous travaillons sur des stratégies de prise de conscience, des modes d'action avec ceux qui sont là en présentiel, donc des choses que nous ne pouvons pas forcément divulguer parce que nous savons que tout le monde regarde nos lives, ils sont au taquet, ils vont tous les analyser, les décortiquer, etc. Donc, nous continuons ce travail. Nous allons les reprendre dès que
la crise de la COVID-19 sera passée, que nous pourrons à nouveau nous déplacer et nous rassembler. Nous avons déjà une date en octobre où nous devons aller rencontrer nos compatriotes. Donc, nous espérons que la situation sanitaire nous le permettra. Et si vous n'avez jamais assisté à une rencontre citoyenne, ce serait bien d'y assister. Nous en prévoyons une sur Paris. Et ceux qui pourront faire le déplacement de Paris, vous serez la bienvenue à cette rencontre citoyenne où nous pourrons effectivement débattre vraiment en présentiel, hors caméra, des choses qui concernent notre pays, des stratégies de terrain à mettre en œuvre pour vaincre cette dictature. Bien sûr, Mallory, qui a une sensation d'inachevé, on ne peut pas tout dire ici. Nelly Okedi, il faut en faire autant pour revendiquer des hôpitaux décents. Effectivement, je l'ai dit, il faut qu'on fasse autant pour réclamer les hôpitaux décents, pour nous indigner contre les crimes dits rituels et tous les autres maux qui minent notre pays. On doit être capable de se mobiliser pour tout et pas seulement pour certaines causes et pas d'autres. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on est là. Je ne vais pas refaire ici la conférence sur la non-violence, mais la non-violence, ce n'est pas la passivité, hein. Être non-violent, ce n'est pas les stratégies de lutte non-violente, ce n'est pas de la passivité. C'est de l'action, c'est de l'action bien réfléchie et qui mène et qui fait tomber la dictature. Ce n'est pas de la passivité, loin de là. Au contraire, c'est beaucoup d'activité. Alors, on n'a pas encore les dates de Paris. On n'a pas encore les dates parce qu'on attend justement que la crise sanitaire passe. Déjà 1 heure. Donc, il va falloir qu'on pense à... Ah, la régie me dit que ça fait 1h25. Donc, il va falloir qu'on pense à mettre fin à notre live. Voilà, il y a aussi des questions, comme le dit Franck Bradmat, il y a des questions dont les réponses ont été données lors de l'exposé des faits. D'accord? Donc, vous pourrez réécouter et voir les questions parce que je ne peux pas tout reprendre. D'accord, moi, Gabonais, la page, il me dit 1h26. OK. Ben, les dates de Paris, vous les aurez sur ma page. Dès qu'elles seront, arrêtées, vous les aurez sur ma page. Ce sera certainement, je sais pas, je ne peux pas vous donner encore de date vraiment, parce que nous avons une rencontre qui est prévue fin octobre hors de France. Nous allons rencontrer nos compatriotes sur le continent africain. Et donc, on répondra à ce moment, on vous dira à ce moment-là. Alors, j'essaie de regarder. Alors, Biyogo Ariel Dietrich dit, le peuple commence à en avoir assez de voir. Alors, le truc, c'est que quand un nouveau commentaire s'ajoute, l'autre remonte et je ne le vois plus. Donc, je ne sais pas comment retrouver. J'étais en train de lire le... Hein? Ah, ok, c'est bien. La régie me l'a affiché. Donc, alors, Biogo Ariel Dietrich nous dit,
Le peuple commence à en avoir assez de voir les anciens PDG s'estimer qu'ils sont les seuls à pouvoir chasser le système PDG. N'y a-t-il pas de risque que le même système de gestion du pays se poursuive avec n'importe lequel des acteurs, des actuels anciens PDGistes? J'ai écrit dans Gabon pourquoi j'accuse, en effet, que c'est une chose de sortir d'un système, c'est autre chose de sortir le système de soi. Ceux qui ont quitté le PDG, je le dis dans Gabon pourquoi j'accuse, ils doivent faire un travail pour identifier en eux ce qui est du système et pouvoir le faire sortir d'eux de manière à ne pas le reproduire. Et c'est pour ça que j'ai tenu à commettre cet ouvrage qui est justement une analyse que je fais du système, de ce que j'en ai vu de l'intérieur et de comment est-ce qu'on peut donc le vaincre puisqu'on le connaît. Mais qu'à cela ne tienne, si le peuple en a marre de voir les anciens PDGistes dire que ce sont eux seuls qui peuvent vaincre le système, que le peuple se mobilise et prenne ses responsabilités. Donc, avant pourquoi j'accuse, j'ai aussi écrit que lorsqu'on estime que son monde n'est pas ce qu'il devrait être, on s'engage pour le changer. Personne ne peut transformer votre monde pour qu'il soit ce que vous rêvez dans votre tête. C'est vous qui devez le faire. N'attendez pas que d'autres le fassent. Et c'est le sens de notre engagement. Nous rêvons d'un Gabon. Nous estimons que le Gabon tel qu'il est, nous en sommes le nom. Nous sommes le nom de ce que nous voyons. Eh bien, nous avons décidé d'être le nom de ce que nous voyons et d'être le oui de ce que nous rêvons. Et nous allons travailler pour que nos rêves, pour ce Gabon, deviennent réalité. Nous n'attendons pas que d'autres le fassent à notre place. Donc, plutôt que de pointer les autres, plutôt que de pointer et d'attendre que d'autres fassent, décider de faire. Que ceux qui ne sont pas d'accord prennent simplement leurs responsabilités. Alors, je regarde encore les questions. Et vous savez, il est important de réaliser que cette lutte n'a pas commencé avec nous. Avant nous, il y a eu des hommes qui ont combattu pour ce Gabon. Jean-Hilaire Obam, Pierre Mambundu, Maître Agwandjo Okawe, Zogengema, Monsieur Bengonsi, qui incarne la résistance à ce régime. Tous ces vaillants hommes nous ont précédés dans la lutte. Ils ont porté le combat jusqu'au niveau où ils l'ont amené. Et nous leur devons de réussir le combat qu'ils n'ont pas achevé. Nous devons combattre en sachant que nous ne sommes pas les seuls. Vous savez, dans ce combat, le régime sait nous avoir. C'est pour ça qu'ils savent comment manipuler. Ils savent que l'inconséquence a tellement gagné du terrain qu'ils veulent faire croire aux Gabonais qu'il n'y a personne qui les défend réellement, que personne ne peut changer les choses, que tout le monde est pareil. Alors ils divulguent les fake news. Mais ce n'est pas la vérité. Il y a des hommes qui ont combattu et qui ont tenu ferme face à ce régime. Monsieur Mbobam, de 2009 à 2015, quand il meurt, il n'a pas fait marche arrière. Il n'a jamais reconnu la victoire d'Ali Bongo. Il y a des hommes qui ont lutté, tout comme il y a des femmes qui luttent. Nous ne devons pas mettre en opposition des membres de notre population. Et c'est à cela que le régime veut jouer, nous opposer, opposer les hommes aux femmes, opposer dans la résistance. Il n'y a personne qui est bon, il faut se faire la chasse, tel est faux, tel est vrai, tel est faux, tel est vrai. Tout ça contribue à laisser la place à la dictature.
Dans ce combat, nous devons apprendre à faire confiance. Nous devons apprendre à faire confiance pour continuer d'avancer. Il y a une question qui dit, quel est le rôle des partenaires économiques? J'ai vu la question. Quel est le rôle des partenaires économiques dans le jeu électoral? Excusez-moi, mais les partenaires économiques n'ont à jouer aucun rôle dans le jeu électoral. Ce serait une anomalie à la démocratie. Ils n'ont pas de jeu à jouer. Ils n'ont pas de rôle à jouer, pardon, dans la démocratie. Ils n'ont pas de rôle à jouer. L'élection présidentielle, c'est l'expression de la souveraineté du peuple. C'est l'expression de la souveraineté du peuple gabonais. Et en démocratie, on doit laisser le peuple s'exprimer sans influence aucune de qui que ce soit. Ce ne sont pas les partenaires économiques qui choisissent le président dans un pays. C'est anormal. Ça veut dire que le pays n'est pas libre. Ça veut dire que le pays n'est pas libre. Et que donc d'autres... c'est comme si on dit que c'est la communauté internationale qui choisit, c'est les partenaires économiques qui choisissent à quoi sert le peuple. Nous sommes le nom de ces façons de faire. Pour nous, le choix d'un président de la République, c'est l'expression de la souveraineté du peuple. Et c'est cette souveraineté seule qui doit être prise en compte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je commence à voir des hommes qui me disent oui, Madame Dong, votre réponse est trop militante contre les hommes. Non, c'était le sens de la question. Le compatriote qui a posé la question a dit la faute revient aux femmes. Et j'ai expliqué que non, pas que. Les femmes gabonaises sont braves. Il y a aussi des braves hommes et que les femmes prennent leurs responsabilités, les hommes doivent prendre les leurs. Les femmes ont une responsabilité dans ce qui se passe, les hommes aussi. Il n'y a pas une frange de la société qui devrait être indexée plus que l'autre. Je vous le dis, notre hymne national, c'est la concorde. Le refrain dit « Unis dans la concorde et la fraternité ». Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. C'est unis dans la concorde que nous vaincrons ce régime. C'est unis dans la concorde que nous construirons un Gabon riche, prospère. C'est pour ça que nous devons lutter contre toute forme de division. Les hommes ne seront jamais unanimes. Ça n'existe pas. Nous sommes divers. Nous avons des opinions diverses. Mais rien ne doit nous amener à la haine les uns vis-à-vis des autres. Rien ne doit nous amener à créer des clans, du clientélisme, être sectaire. Une personne seule ne développe pas un pays. C'est Omar Bongo qui a amené l'exclusivité dans sa façon de gérer le Gabon. C'est lui qui a pris l'habitude d'opposer les Gabonais les uns aux autres. Dans une province, il fallait un seul leader. Et tous les autres devaient lui être soumis. Et quiconque voulait s'exprimer librement était regardé comme un concurrent, parce qu'il n'en faut qu'un seul. Et cette mentalité est restée. Mais vous allez voir qu'au Gabon, nos boutiquiers là, qu'on appelle les Maliens, deux Maliens peuvent s'installer dans le même quartier côte à côte. Ils ne seront jamais en rivalité, parce qu'ils savent que chacun aura ses clients. Mais ce sont les Gabonais qui sont prompts à se mettre en rivalité les uns avec les autres. Et dans cette rivalité, ils se servent même parfois des non-Gabonais pour régler des comptes à leurs compatriotes. Et après, ils sont les premiers à dire le régime travaille avec les étrangers. Mais regardez un peu notre fonctionnement de tous les jours. Dans une famille, on n'est pas là pour se rivaliser. On est là pour se soutenir, pour briller ensemble. La lumière de l'autre n'éteint pas ta lumière. Sa lumière te permet de briller encore plus. Ta lumière plus sa lumière, le chemin est mieux éclairé et vous voyez où est-ce que vous allez ensemble. Nous travaillerons ces questions-là aussi.
et nous comprendrons mieux d'où viennent ces divisions et d'où le fait qu'on veut souvent tirer d'où pourquoi certains veulent toujours tirer la couverture de leur côté. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On va arrêter là. Je vous remercie d'avoir été présent pendant ce live, d'être resté avec nous depuis 1h45 déjà. On a répondu aux questions. On a fait ce qu'on a pu aujourd'hui. N'oubliez pas que le thème d'aujourd'hui de notre rendez-vous citoyen, c'était de quoi sommes-nous le non? Nous n'avons pas dit à quoi est-ce que nous disons non. Nous avons dit de quoi sommes-nous le non. Ça veut dire que le non, nous l'incarnons. Le non au mensonge. Le non à l'injustice. Le non au crime rituel. Le non à la haine. Le non à la division. Le non à tous ces mots que vous connaissez qui détruisent notre pays. Nous devons incarner ce non. C'est comme ça que nous allons y arriver. En étant nous-mêmes, premièrement, le Gabonais que nous voulons voir dans le Gabon. Le Gabonais que nous savons qu'il va faire prospérer le Gabon. C'est celui-là que nous devons être. Ce Gabonais qui sera incorruptible. Ce Gabonais qui ne sera pas compromis. Ce Gabonais qui demeurera dans la cohérence avec ses idées, ses valeurs et ses compétences. Nous avons une lourde responsabilité que l'histoire nous impose. Libérer le Gabon. Avant de penser à l'élection, nous devons penser à la libération. Avant de penser à 2023, s'il y a élection, ou même s'il y a élection anticipée, nous devons penser à la libération du Gabon. Élection n'est pas synonyme de libération, sinon nous n'en serons pas là. La libération est notre priorité. Je n'arrête pas de le dire. Si elle doit passer par une élection, elle passera par là. Mais la libération peut passer en dehors d'une élection. Et c'est ça qui doit nous mobiliser, en sachant que ce régime, s'il organise les élections dans les mêmes conditions, nous aurons les mêmes résultats que nous avons toujours eus. Donc nous avons en réalité une seule solution, c'est la libération. Et je vous laisse la réflexion. On se libère comment? Nous avons une contrainte majeure. Ils ont noyauté l'élection. Ils ont verrouillé la Cour constitutionnelle. Ils ont verrouillé le ministère de l'Intérieur. Même le Centre gabonais des élections qui a remplacé la CNE, ils l'ont bidouillé déjà. Parce que la seule façon pour eux de rester là, c'est de tricher l'élection. Nous le savons. Réfléchissons pour libérer notre pays. C'est notre dernière option. Sinon, le Gabon disparaîtra de la carte du monde. Parce que c'est ça leur objectif. Nous ne pouvons pas aller plus bas que là où nous sommes déjà. Nous n'avons plus qu'une seule solution, c'est relever la tête et libérer notre pays. Nous ne sommes pas les moindres des hommes. Nous ne sommes pas les plus incompétents. Au contraire, nous sommes intelligents, nous sommes braves, nous sommes vaillants, nous sommes des honnêtes gens. Nous ne sommes pas ce que cette dictature veut faire de nous. Nous ne sommes pas ce que cette dictature croit que nous sommes. Et je me réjouis de ce que nous sommes de plus en plus nombreux à leur porter la contradiction, à leur dire haut et fort qu'ils sont dans l'erreur et que nous ne voulons plus d'eux. Alors, nous ne lâchons rien. Nous allons y arriver. Debout, peuple libre. Merci encore. Que Dieu nous garde et que Dieu bénisse le Gabon. Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, Kengele.
Congo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot, ouais.